Le passage du lycée à l'université est toujours un moment délicat pour de multiples raisons. Les étudiants en devenir changent d'environnement. L'autonomie attendue et la responsabilité est bien plus grande. Mais alors on peut se demander, existe-t-il des actions et un cadre pour faciliter cette transition ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Flandrin, ingénieure pédagogique à Nantes Université. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Donc, je travaille effectivement au pôle pédagogie de la faculté des sciences. Ce pôle se compose de 3 ingénieurs, donc moi-même et une collègue, donc ingénieur pédagogique, et j'ai également un collègue plutôt ingénieur numérique. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, Claire, quelles sont les dispositions en France qui facilitent l'accès aux études supérieures ? Alors, je vais vous parler de la loi ORE de 2018, que vous connaissez peut-être, donc la loi sur l'orientation et la réussite étudiante. Donc le ministère s'est emparé de cette question de la transition, et du coup nous avons effectivement un cadre législatif qui permet aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur de déployer des actions. Donc cette loi, elle avait plusieurs axes de travail, donc elle favorise en tout cas l'accès à l'enseignement supérieur. Elle permet aussi de réformer les programmes de premier cycle, et elle avait aussi pour objectif d'améliorer les conditions de vie étudiante. D'accord. Est-ce que la plateforme Parcoursup, qui permet aux lycéens de faire leurs souhaits pour l'entrée en supérieur, fait partie de ces dispositifs mis en œuvre dans le cadre de cette loi ORE? Oui, tout à fait. Parcoursup est un des outils qui a été mis en œuvre, mais il y en a bien d'autres. Et notamment, cette loi incite les établissements d'enseignement supérieur à se rapprocher des rectorats et de l'enseignement secondaire pour mettre en place des actions qui vont favoriser ou qui vont faciliter, en tout cas, l'intégration des lycéens dans l'enseignement supérieur, donc à devenir futurs étudiants. Alors, si j'ai bien compris, c'est réparti en un ensemble de phases. Oui. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Il y a un chercheur belge, Michael Declercq, qui a étudié en fait les questions de réussite au sein de l'enseignement supérieur et qui a mis en place une sorte de modèle de modélisation de la transition sous la forme de 4 phases. Donc ces 4 phases sont la préparation à l'entrée à l'université, la rencontre, l'adaptation et la dernière phase qui est la phase de stabilisation. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspond chacune de ces 4 phases de ce processus ? Oui, tout à fait. Alors, la phase de préparation, c'est vraiment la phase avant l'entrée à l'université. Elle se déroule plutôt au moment où les étudiants, où les lycéens vont travailler sur leur orientation. La phase de rencontre, c'est le temps où ils vont effectivement rentrer à l'université. On verra chez nous, ça prend 1 semaine. Et puis la phase d'adaptation, elle peut durer plusieurs semaines pour en fait après passer sur la phase de stabilisation qui elle peut arriver pour certains assez tôt. Des étudiants qui sont bien adaptés à l'enseignement supérieur dès la Toussaint, Noël, ils vont être adaptés au système, il n'y aura pas de problème. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus long. Donc cette phase de stabilisation, elle est très dépendante de chaque étudiant. Alors ça serait intéressant d'avoir un exemple de comment ça se passe chacune de ces phases dans votre contexte, par exemple. Comment est-ce que vous avez mis ça en place ? Alors, au niveau des actions qu'on met en place pour la phase de préparation, c'est vraiment là où il y en a, enfin chez nous en tout cas, on a vraiment travaillé sur cette phase de préparation. Donc, on propose, évidemment, les étudiants les lycéens vont commencer à se renseigner sur l'enseignement supérieur et faire leur choix d'établissement. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un réseau en fait d'enseignants et d'étudiants qui vont intervenir dans les lycées pour présenter en fait les formations et le cadre universitaire.
Donc on travaille en lien avec les rectorats et les lycées. Bien entendu, un grand temps fort à l'université, ce sont les journées portes ouvertes, où on travaille aussi à l'accueil des familles et des futurs étudiants. Donc on essaye de présenter, en tout cas de présenter des éléments de qualité pour aussi renseigner au mieux les familles et faciliter aussi les choix des étudiants ou des futurs étudiants. On met en place l'université à l'essai. C'est un système qui permet aux lycéens de venir expérimenter l'université sur une journée pendant les vacances scolaires de février. Donc les lycéens viennent suivre des enseignements, des CM, des TD, des TP avec nos étudiants. Donc sont intégrés vraiment dans une journée type de l'étudiant. Et puis après, on interagit aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord, donc c'est bien compris pour cette première phase qui est la phase de préparation. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à la phase de rencontre ? Alors, c'est pour nous aussi un temps extrêmement important, la rencontre. Donc la rentrée universitaire chez nous se déroule pour accueillir nos lycéens, nos jeunes étudiants sur une semaine. C'est une semaine à la fois, on va dire, studieuse et festive. Studieuse parce que les étudiants vont suivre des amphis de rentrée où on va leur présenter le fonctionnement de la formation, les modalités d'évaluation, enfin tous les éléments. Les pré-rentrées. Voilà, les pré-rentrées. Donc, et ensuite, les étudiants vont aussi suivre des ateliers pédagogiques qu'on a conçus au niveau du pôle pédagogie. Les étudiants vont pouvoir se tester, en fait, s'auto-tester sur les prérequis nécessaires. Donc, ils vont se tester sur les principales disciplines de sciences, donc maths, physique, chimie, biologie, selon leur parcours. Et donc, ils vont recevoir effectivement des résultats et puis des conseils par rapport à leurs acquis. Est-ce qu'il va falloir faire des efforts ou pas, se mettre à niveau ou pas. Donc ça, c'est des ateliers pédagogiques. Ces ateliers sont animés aussi par des étudiants, des tuteurs étudiants, parce que c'est plus simple aussi de discuter avec ses pairs, donc des tuteurs qu'on va former, nous au niveau du pôle pédagogie, et ces tuteurs vont aussi amener des éléments plus organisationnels. Ils vont aider les étudiants aussi à s'organiser dans leur révision, dans leur planning, voilà, leur apporter des éléments plutôt en lien avec la méthodologie de travail universitaire. D'accord. C'est très intéressant comme dispositif et ça m'évoque deux questions. La première, c'est déjà au niveau de ces questionnaires. Pourquoi faire un nouveau questionnaire alors qu'on pourrait se baser sur l'exploitation des informations qui se trouvent par exemple dans la fameuse plateforme Parcoursup qu'on a évoquée ? Alors pour plusieurs raisons, parce que on voit bien que d'un lycée à l'autre, les évaluations qui sont faites, parfois certains lycées ont de très grandes exigences, donc par rapport à d'autres un peu moins. Donc déjà nous, ce qu'on voulait, c'était un instantané après les vacances. Qu'est-ce que les étudiants ont vraiment acquis, qu'est-ce qui est ancré comme connaissance. On voulait avoir cette photographie instantanée et une photographie homogène pour tous nos étudiants. Alors on sait très bien que voilà, d'un lycée à un autre, d'un enseignant à l'autre, il peut y avoir des choses qui ne sont pas tout à fait, on va dire, juste. Enfin voilà, on peut avoir des petits écarts. Donc on voulait vraiment avoir une photo instantanée. Et puis c'est aussi pour mettre les étudiants, se remettre à travailler en se disant ouais, là, tout ça, là, j'ai oublié. Là, il va falloir que je m'y remette sérieusement et que je me remette dans les études après les vacances qui sont quand même un temps assez long. Oui, pour avoir une idée directe de ce qui est attendu d'eux à l'université. Tout à fait, ouais. Ma seconde question par rapport à ce qui a été évoqué, c'est aussi très intéressant l'utilisation de tuteurs pour l'accompagnement de ces tests. Donc, quelque part, je comprends le côté échange entre pairs. Par contre, ça suppose un prérequis que des tuteurs soient disponibles dès le début de la rentrée. Donc, ça signifie qu'il y a une étape de recrutement et même de formation de ces tuteurs prêts à la rentrée. On sait que c'est très compliqué ça. Alors chez nous, le tutorat n'est pas piloté par l'institution. On a la chance en sciences d'avoir une association d'étudiants qui propose donc des services de tutorat. Donc on travaille depuis plusieurs années avec cette association
pour former régulièrement les tuteurs qui vont intervenir auprès des étudiants et les accompagner dans une montée en compétences. Donc il y a une certaine, on va dire, continuité avec l'association et on a fait en sorte aussi de leur faciliter les choses, c'est-à-dire qu'on décale un peu la rentrée. La rentrée des L1 se fait avant celle des autres années pour pouvoir mobiliser ces étudiants qui sont souvent en L2, L3 ou en Master 1 pour pouvoir les rendre disponibles au moment où ont lieu les ateliers avec les nouveaux entrants. Ah oui, donc ça donne vraiment des opportunités d'échange entre pairs qui vont être forcément très intéressants. Oui. Et ça, c'est vraiment important pour la socialisation des étudiants. Au-delà des activités un peu plus, on va dire, festives, on a des pique-niques qui sont organisés, on a des jeux, des choses qui sont plus, ludiques. Ouais. D'accord. Alors, j'ai bien compris du coup cette deuxième phase, la phase de rencontre. On peut donc passer à la troisième phase, qui est donc la phase d'adaptation. Oui, alors sur la phase d'adaptation, on a 2 dispositifs qu'on a mis en place. Donc au bout de 3-4 semaines, les étudiants de L1 sont systématiquement reçus par un enseignant référent. Qui va leur poser des questions et va voir s'ils ont des difficultés, que ce soit sur le plan plutôt sur le plan pédagogique et sur le plan des apprentissages, qui éventuellement va aussi répondre à des questions plus, on va dire, plus sociales ou des difficultés qu'ils ont plus personnelles. Voilà. On a la chance aussi depuis 2-3 ans d'avoir une référente de proximité sur la réussite, qui est une collègue Biatz, qui, elle, va plutôt intervenir sur l'accompagnement des étudiants sur des problématiques plus spécifiques, plutôt centrées sur les problématiques personnelles, et qui va éventuellement renvoyer ou accompagner les étudiants vers la médecine préventive ou l'action sociale, ou vers des associations diverses et variées, qu'elles soient étudiantes ou pas. Et cette année, on met en place un nouveau dispositif. Aussi, on s'appuie sur les pairs, c'est-à-dire qu'on va, pour chaque groupe de TD en licence 1, il y aura un délégué de groupe, un étudiant qui sera désigné comme étant le délégué et qui fera le lien avec l'équipe pédagogique. Et des groupes de TD, on en a quand même beaucoup. Donc ces délégués éliront des super délégués qui seront eux encore plus proches de l'équipe qui anime, responsable des L1, qui permettra aussi d'avoir des retours plus orientés amélioration du dispositif. Voilà. Donc on a toute une chaîne comme ça d'accompagnement pour aider les étudiants à se familiariser le plus possible et le plus rapidement possible avec les attendus universitaires. D'accord. Alors, la rencontre avec l'enseignant référent, c'est bien une rencontre individualisée ou... Oui, tout à fait. Donc les rencontres durent à peu près entre, on va dire, 1/2 heure et 3/4 d'heure. Et c'est pareil, les enseignants référents font partie d'une équipe et sont formés et utilisent aussi des grilles d'entretien qui ont été conçues et qui leur permet d'aborder tous les points nécessaires, donc à la fois pédagogiques mais également plus personnels et qui abordent toutes les difficultés que pourrait rencontrer l'étudiant. D'accord. Et on en est donc à la 4e phase, qui est cette phase de stabilisation. Alors voilà, elle arrive plus ou moins rapidement selon les étudiants. Certains vont être stabilisés dès la Toussaint, et puis pour d'autres, ça va peut-être la phase de stabilisation va arriver au bout d'1 an. Donc ça, c'est très personnel. Et alors sur cette phase-là, après, on continue à accompagner nos étudiants. Ils peuvent toujours faire appel à nos services ou à leurs pairs. Ils ne sont pas forcément... Après, c'est indépendant de chaque personne. D'accord. Alors, à votre avis, quelle image ont ces étudiants de l'université? Alors justement, les lycéens, ils ont parfois des croyances à l'université, une vision de l'université qui n'est pas vraiment celle de la réalité. C'est pour ça que c'est important aussi de déconstruire ces croyances et d'ancrer au plus vite une image réelle en fait de la vie étudiante, de la vie au sein de l'établissement et des attendus de l'université. Donc c'est pour ça que cette première phase et la phase de rencontre est vraiment essentielle pour justement déconstruire ces croyances. Les étudiants peuvent se sentir rapidement isolés. C'est vrai qu'on a une majorité d'étudiants qui viennent de
de petits lycées ou de moyens lycées. Ils ne sont pas forcément à Nantes, donc ils se sentent isolés. C'est un nouvel environnement. Et comme vous le disiez, ils gagnent en autonomie, en responsabilité. Donc ça peut être aussi difficile pour certains. Et voilà, ils ont peut-être aussi une vision de l'université à travers des cours magistraux, etc. Non, on utilise aussi des méthodes, des pédagogies actives, innovantes. Ils vont être amenés à travailler en sous-groupe, ils vont être amenés à travailler en projet. Tout ce qu'ils ont déjà acquis au lycée, ils vont le retrouver à l'université. Donc il faut les rassurer par rapport à ça et leur donner une très bonne image de l'établissement. D'accord. Alors, par rapport à ce dispositif de transition vers l'université, on a beaucoup parlé des dispositifs d'accompagnement, mais qu'en est-il des maquettes maintenant? Est-ce que vous avez des parcours accompagnés? Oui, on a 2 types de parcours. Donc un parcours qui s'intitule Tremplin, qui permet aux étudiants qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas fait de bac scientifique, de quand même pouvoir accéder à l'enseignement supérieur scientifique. Donc ça concerne les bacheliers pro et les bacs technologiques. Donc là, c'est plus une remise à niveau en sciences. Donc un peu une terminale bis, on va dire, qui leur permet de rentrer ensuite dans un L1 classique. D'accord. Et puis on a expérimenté aussi le parcours WICI en 2 ans, c'est-à-dire qu'on fait la première année de licence en 2 ans. Alors on a expérimenté pendant à peu près, on a fait 2 promotions, donc ça fait sur 4 ans, et on a abandonné cette licence en 2 ans parce qu'on avait beaucoup d'étudiants qui trouvaient que le rythme n'était pas assez soutenu, c'est-à-dire qu'on avait un peu délayé les enseignements dans le temps. Donc la première année en 2 ans. Voilà, et du coup il y avait des temps, la densité d'enseignement n'était pas suffisante, donc on a des étudiants qui étaient peut-être déjà qui décrochaient en fait. Donc on a arrêté ce dispositif qui était aussi assez coûteux et complexe à mettre en œuvre pour créer une licence avec remédiation. C'est-à-dire que la première année, on l'a fait dans le format classique, où on le fait dans le cadre d'un parcours WICI avec de la remédiation. Donc la remédiation, ce sont des enseignements supplémentaires pour les étudiants qui ont un niveau moyen ou un niveau faible et qui leur permet d'avoir un encadrement supplémentaire sous forme de TD pour approfondir certains apprentissages ou des apprentissages qui demandent un petit peu plus de temps. Donc on est sur une remédiation plutôt sur le premier semestre. D'accord. Est-ce que les étudiants sont demandeurs de ce genre de dispositif ou alors au contraire il faut vraiment les inciter? Alors, ils ne sont pas très demandeurs, puisque souvent dans les vœux, en fait, c'est nous qui détectons que le niveau n'est pas suffisant, en fait, par rapport aux prérequis qui sont demandés, et on leur conseille de s'inscrire sur un parcours WICI. Alors, certains suivent les conseils, d'autres pas. Après, au moment de la rentrée, il y a toujours la possibilité, dès les premières semaines, de basculer aussi sur des parcours WICI, si on voit qu'il reste des places de disponibles. Donc il y a toujours cette possibilité après la rentrée, mais c'est vrai qu'on préfère quand même avoir des groupes qui sont constitués dès la rentrée. D'accord. Ces parcours accompagnés, adaptés, j'imagine qu'ils sont liés aussi à une notion de contrat pédagogique? Oui, tout à fait. On a mis en place, comme la loi le demande, les contrats pédagogiques donc dès la L1, et ça fait 2 à 3 ans qu'on pratique ce dispositif. D'accord. Est-ce que ces pratiques pédagogiques ont aussi un impact sur la réussite étudiante? Oui, alors, on a parlé, je sais plus si on l'a introduit, mais l'approche par les compétences, effectivement, a un impact sur la réussite. À partir du moment où on revoit les programmes, on est dans une phase d'amélioration, dans une démarche d'amélioration continue, effectivement, on peut espérer. Alors, après, on n'a pas d'études scientifiques qui font le lien entre les démarches d'approche par compétences et la réussite étudiante. Par contre, le chercheur je citais au départ, Michael Declercq, explique dans ses recherches qu'il y a au moins 15% de la réussite étudiante qui est liée à la qualité des programmes. Donc le fait d'engager des équipes dans des changements de pratiques pédagogiques, dans la révision des programmes, globalement, on sait à peu près que ça va avoir un impact sur la réussite. Voilà. Après, il n'y a pas encore vraiment d'études en France qui le prouvent. De manière générale, la professionnalisation des parcours,
on sait, a un impact positif Oui. sur la motivation des Oui. étudiants, puisqu'ils voient beaucoup Oui. plus finalement une acquisition de Oui. compétences comme étant quelque chose qu'ils pourra mettre Oui. directement sur un Oui. CV. Oui, oui, tout à fait. Et y compris en licence, même si la licence, on va dire, s'inscrit est une première étape vers un master ou un doctorat. Tout à fait. Et donc, ça vous a amené à mettre en place une nouvelle UE sur les compétences transversales? Oui, j'en ai pas parlé, je vous remercie de me le rappeler. On a effectivement aussi travaillé, suite à des remontées qu'on avait des enseignants, à essayer d'avoir une UE qui se décline sur l'ensemble du parcours de licence, sur chaque semestre, chaque année, une UE qui s'intitule Se développer en tant qu'étudiant et qui permet de rassembler tous les apprentissages qui étaient à l'origine dans les unités d'enseignement de méthodologie de travail universitaire et tout ce qui touchait à l'orientation et au projet professionnel. Donc on avait des unités qui étaient au premier semestre et puis après en S3 et en S5. Et là, on a tout rassemblé sur une même unité d'enseignement qui porte le même nom pour chaque année et chaque semestre, et ce qui permet aussi à l'étudiant de voir qu'il y a une progression, parce que souvent ils faisaient la MTU, après ils oubliaient, on passait à autre chose. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose qui a du lien et du sens sur tout le parcours. Alors, cette UE transversale, on voit ça beaucoup lié à la notion de soft skills. Oui. Alors souvent, on parle de soft skills ou de compétences transversales. C'est la même chose, c'est la traduction en français. Et c'est des attendus aussi très forts des professionnels, puisqu'ils attendent aussi que les étudiants, au-delà de la discipline, au-delà de la maîtrise d'un certain nombre de connaissances disciplinaires, travaillent ces compétences transversales qui sont attendues dans le monde de l'entreprise, donc autour de la communication, de travailler en équipe, du management de projet, etc. Voilà, tous ces éléments de compétences effectivement sont travaillés dans le disciplinaire, mais on apporte en plus des apprentissages spécifiques. Alors chez nous, l'UE se développer en tant qu'étudiant s'appuie à la fois sur du présentiel et des ressources à distance qu'on a développées spécifiquement pour aussi enrichir le programme. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces ressources distancielles ? Oui, tout à fait. Donc, on a eu la chance d'avoir aussi un financement il y a quelques années, juste avant le Covid, en fait, donc dans le cadre d'une AMI portée par le ministère. On a eu la chance d'avoir un financement pour développer des ressources pour les étudiants sur les compétences transversales. Alors, ces ressources avaient dès l'origine été imaginées numériques, et avec le Covid, en fait, ça s'est accéléré puisque un certain nombre d'enseignements ont été faits à distance. On a vraiment pu développer un catalogue de 10 ateliers sur les différentes compétences transversales, donc apprendre à apprendre, apprendre à s'organiser, apprendre à travailler collectivement. Chaque atelier donc est numérique et peut être joué en autonomie par les étudiants ou être fait en présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ressources ont été produites de manière ouverte, c'est-à-dire qu'elles sont à disposition de tous les établissements d'enseignement supérieur qui le souhaitent. Une bonne nouvelle, donc, oui, pour tous. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres projets en cours pour favoriser toujours la réussite des étudiants dans les temps qui viennent, les prochains mois, les prochaines années ? Oui, alors on démarre à partir de cette année un travail sur l'inclusion, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait quand même pas mal d'étudiants qui avaient des handicaps non visibles. Par exemple des troubles de la concentration, des troubles autistiques, tous les étudiants qui sont 10 ou PRAS, ce sont vraiment des étudiants pour lesquels on ne mettait pas de moyens spécifiques en place, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Les enseignants sont assez démunis et donc l'idée est venue de monter un groupe de travail et de réfléchir collectivement avec à la fois les enseignants, les services supports, mais aussi les étudiants qui souhaitent se mobiliser sur ces questions-là. Donc on démarre ce nouveau chantier en espérant y apporter justement porter des actions derrière pour faciliter aussi la réussite de ces étudiants.
Alors j'ai envie de renvoyer nos auditeurs à une causerie justement qu'on a faite sur l'accessibilité et l'inclusion. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu la différence qu'il y a entre? Alors, l'accessibilité, je pense qu'on parle exactement de la même chose. Peut-être que le terme inclusion est un petit peu plus large, parce que voilà, ça traite à la fois de l'accessibilité, mais pas que. Dans l'inclusion, c'est vrai qu'on va aussi former les enseignants, former à des pratiques, apporter des outils, voilà, travailler aussi avec les associations. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus large, mais je pense qu'on parle exactement de la même chose. Donc, dès que j'en aurai la possibilité, j'écouterai cette causerie avec beaucoup de plaisir. Et je vous remercie. Effectivement, notre référent accessibilité a tendance à dire accessible pour certains, c'est confortable pour tous les autres. Ouais, exactement, c'est Voilà. super. Donc, alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, des clés par quoi devrait commencer un enseignant qui voudrait s'investir dans la transition vers l'université? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément une question qui peut être traitée à un niveau individuel, parce que ça engage effectivement plutôt un travail collectif. Donc, je lui conseillerais volontiers de se diriger soit vers les services support, les services de pédagogie, pour voir en quoi il pourra apporter une pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que les enseignants ont vraiment un rôle extrêmement important et primordial dans cette transition. Voilà, et donc ouais, je le réorienterai vers les services de l'université qui sont en charge de ces Donc contribuer à une action globale, oui, finalement. ouais, plus qu'individuel. Après, chaque individu peut y amener sa pierre, mais c'est vraiment une action collective. Eh bien, un grand merci, Claire Flandrin, pour ces clés sur la transition vers l'université. Cet échange touche maintenant à sa fin. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle causerie sur le thème de l'innovation dans l'enseignement.